Voilà, bonjour à tous et bienvenue à à ce premier webinaire ChatGPT pour les nuls. Alors, on attend qu'un petit peu tout le monde arrive dans la salle pour nous rejoindre. Donc, on va passer plus ou moins 1 heure ensemble et j'espère que le son est correct, que la visibilité est bonne aussi. Faites-moi un petit message dans les commentaires pour avoir un petit peu votre feedback à ce sujet. Bonjour Dominique, je vois que Grégory est là aussi. Bienvenue. Donc, on attend une petite minute et puis nous allons commencer pour démystifier un petit peu ChatGPT pour l'ensemble des personnes qui ne le connaîtraient pas encore, qui en ont beaucoup entendu parler et qui aimeraient bien peut-être approfondir son utilisation. Alors voilà, je vois qu'il y a pas mal de gens qui rentrent dans la salle. Bonjour Jennifer, bonjour Anaïs, bonjour Otman. Ben voilà, parfait. Je vois que voilà Sophie aussi. Voilà, il y a du monde qui arrive. C'est très gentil à vous. Alors, on va donc passer une petite heure ensemble. Il y aura une petite partie à la fin de la présentation de ce webinaire pour poser toutes vos questions. Mais profitez-en aussi durant la présentation, durant ce webinaire, pour poser automatiquement vos questions dans les commentaires. Et comme ça, j'ai un œil sur les commentaires et je pourrai y répondre rapidement pour essayer d'avoir une productivité maximale. Mais on va commencer directement. Euh, alors, ChatGPT, on entend beaucoup parler de ChatGPT pour le moment. C'est le sujet à la mode. On dirait même plus en général l'intelligence artificielle. Ici, on va se concentrer sur ChatGPT. En fonction du succès de cette séance, j'ai l'intention de faire un peu la même chose sur Bard, l'intelligence artificielle de Google, et probablement aussi sur Midjourney et d'autres solutions pour générer des images. Donc, c'est un cycle de webinaires qui commence comme ça. Il y en aura d'autres. Donc, si vous marquez votre intérêt ou si vous avez des demandes, proposez-les et moi, j'essaierai de préparer ça. Alors, ChatGPT, voilà, pour me présenter d'abord, Guy Edgar Watson, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je fais des conférences, je suis formateur, auteur, chroniqueur radio. J'ai encore fait une chronique ce matin en radio sur les métiers de l'ombre d'un ChatGPT. Donc voilà un petit peu mon univers. Vous êtes sur LinkedIn, vous avez donc mes coordonnées. Profitez-en pour me suivre. Comme ça, vous resterez informé de tous les prochains séminaires éventuels. Alors, ChatGPT, c'est OpenAI. OpenAI, fondé en 2015, au début une association sans but lucratif. Et c'est important de se rendre compte du sans but lucratif. À l'époque, Elon Musk, Sam Altman créent la société. 2018, c'est déjà le départ d'Elon Musk. Pourquoi? Parce que Sam Altman a des visions plus profondes de société. Et lui, c'est une entreprise à but lucratif qu'il veut créer. Donc, Elon Musk est un petit peu dépité de ce genre de choses. Et donc, il s'en va. Mais il va revenir après dans l'intelligence artificielle, comme vous le savez. Alors, il y a successivement plusieurs versions de GPT, le moteur d'intelligence artificielle. GPT-2, GPT-3, puis la version DALL-E, ça c'est pour la création d'images. Et enfin, en novembre 2022, c'est la version GPT 3.5, donc le moteur qui va donner naissance à ce moment-là au chatbot en lui-même, ChatGPT. C'est lancé le 30 novembre 2022, basé donc sur GPT 3.5. Et en janvier, ils ont déjà 100 millions de comptes. Donc, c'est énorme la vitesse à laquelle les gens ont adhéré au sujet. Le 1er février, ils annoncent le ChatGPT+, c'est la version payante de ChatGPT. Pourquoi? Quand il y a trop de monde sur une application, on ne peut plus rentrer dans l'application. Donc, ils ont fait une version payante où, évidemment, les payants, eux, ont le maximum d'accès à l'événement. ChatGPT évolue très rapidement. On parle de ChatGPT 4 maintenant depuis le mois de mars, depuis le 14 mars.
Et enfin, comment on annonce les plugins, les ajouts qu'on va pouvoir faire à ChatGPT, notamment pour lui donner l'accessibilité au web et en même temps avoir plein de petits programmes qui vont être utilisés avec ChatGPT et qui vont vraiment donner des ailes à ChatGPT. On aura l'occasion d'en reparler. Si on regarde le temps qu'il a fallu à GPT pour avoir juste 1 million d'utilisateurs, comparé aux autres, déjà Netflix, il a fallu 3 ans et demi. Eh bien, pour ChatGPT, c'est en 5 jours qu'ils ont atteint le million d'utilisateurs. Donc, ça va très vite. Certains diront parfois trop vite. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 186 millions de comptes, 1,5 milliard de visites en mars 2023. Et en fait, pour tout simplement faire tourner GPT, il faut 700 000 $ par jour. Donc, vous voyez que ça a un coût énorme, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des machines, des serveurs, il y a de l'électricité, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et le temps moyen d'une personne sur GPT, c'est de 8 minutes. Comme ça, vous avez un petit peu les données un petit peu statistiques. Alors, c'est quoi ChatGPT? Eh bien, en fait, c'est juste, entre guillemets, un agent conversationnel, donc un chatbot, qui va faire une communication entre un humain, vous et moi, et de l'intelligence artificielle. Et cela, on va le faire via un prompt, via un invite où vous allez pouvoir rentrer votre question. C'est devenu tellement précis, précieux, que on parle maintenant d'un métier qui est en train de naître, qui est le prompt engineer. Donc, c'est un expert qui va pouvoir maîtriser comme ça la communication avec l'intelligence artificielle. Alors, juste pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, aux États-Unis aujourd'hui, eh bien, des prompt engineers sont payés entre 100 000 et 300 000 $ par an. Ça donne une idée de l'intérêt des sociétés pour ce genre de compétences. Donc, si vous cherchez un métier et que vous avez envie d'évoluer dans le domaine de l'intelligence artificielle, voilà peut-être un des nouveaux métiers dont on parle souvent, les nouveaux métiers, ben en voilà un qui va permettre justement de communiquer avec cette intelligence artificielle pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. Alors, c'est un agent conversationnel. Il faut savoir que GPT, en fait, n'est pas connecté à Internet. Il était entraîné sur une base de données, sur des données textuelles, un volume immense, on parle de plus ou moins l'équivalent de 750 000 Bibles, mais ces données s'arrêtent à septembre 2021. Tout ce qui est après 2021, eh bien, ChatGPT n'a pas la réponse. Donc ça, c'est important déjà de bien avoir ça en tête. Alors, c'est un modèle d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Si je vous montre en fait ce petit schéma ici, que je vous dis 1, 3, 5, 7, bon, j'imagine que tout le monde a compris la suite logique qu'il y avait derrière cela et qu'on arrive évidemment, dans le cas présent, à 9. Eh bien, en fait, la construction des phrases dans ChatGPT, c'est exactement de la même façon que ça se passe. En fait, tout est basé sur des statistiques. Alors, vous posez une question et en fonction du contexte de la question, eh bien, il va commencer à répondre. Et pour répondre, ben, il va faire une succession de mots. Et en fait, la succession de mots, si je vais poser une question, par exemple, sur un smartphone ou sur un moyen de communication sans fil, eh bien, il aurait pu dire un smartphone, Android, Samsung, hein, une suite logique. Et comment est-ce qu'il aura fait ça? Eh bien, en fait, quand il aura déjà défini le premier mot, il va avoir des statistiques sur les mots probables suivants. Et donc, ce sont des statistiques. Il aura soit un smartphone, soit un téléphone. Et il va prendre celui qui est le plus élevé, évidemment, au niveau statistique, et ainsi de suite. Et comme ça, il va pouvoir générer ces phrases jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le principe même de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que je ne l'explique ici, mais comme ça, on a une idée, c'est une construction de phrases successives basées sur des statistiques du mot le plus probable qui va suivre. Alors, quand on veut connecter à OpenAI ou à ChatGPT, bah, évidemment, on va sur le site approprié, on va sur le site de ChatGPT. Alors, c'est assez simple, vous allez sur le site d'OpenAI, vous descendez un petit peu dans la page et vous avez la possibilité de faire un Try ChatGPT.
Si vous cliquez sur l'événement, ben vous allez arriver à une question qui va vous demander, ben vous voulez faire un sign-up, donc vous enregistrer, ou tout simplement, eh bien, comment vous inscrire. Si vous demandez l'inscription, attention, l'inscription est un petit peu, comment je vais dire, il recherche des informations, on va dire. On crée son compte. Et quand vous allez créer votre compte, d'abord, il va vérifier votre email. Donc, vous devez rentrer un email où vous avez accès. Il va vérifier cet email et puis il va vous demander des informations pour savoir qui vous êtes. Hein, il va vous demander votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Tous ces champs sont obligatoires. Ensuite, il va vérifier aussi, via un numéro de téléphone que vous devez lui fournir, que vous êtes bien identifié. Vous allez recevoir un code et seulement à ce moment-là, vous aurez accès à ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'on arrive? Ben, on arrive sur une page toute simple où on a un prompt. C'est ici que tout se passe. Alors, si je veux poser une première question à ChatGPT, je suis ici dans la version gratuite. Donc, si malheureusement il y a trop de monde qui utilise ChatGPT au moment présent, eh bien, je ne vais plus pouvoir continuer. Donc ça, c'est un petit peu l'ennui, et donc ben, il faut passer à une version payante. La version payante, c'est un upgrade, et lui, ben, vous allez pouvoir accéder à ce moment-là sans arrêt 24 heures sur 24, donc il n'y aura plus de limitation, et vous aurez deux principaux avantages. Le premier, c'est la disponibilité 24/24, 7/7. Et la deuxième, c'est que vous allez travailler à ce moment-là avec la nouvelle version. Enfin, vous aurez la possibilité de travailler avec la nouvelle version de GPT, qui est la version 4. Aujourd'hui, c'est la version 3.5 qui est communément proposée dans la version gratuite. Quand vous passez à la version payante, vous avez aussi la possibilité de passer à la version 4, qui, elle, est encore un peu plus développée. On aura l'occasion d'en reparler. Tout l'intérêt, c'est de lui poser des questions. Alors, poser des questions, c'est simple. Et en même temps, c'est compliqué. Si je vais faire une question ici des plus banales, et je vais lui demander ici, explique-moi la rotation de la Terre. C'est une question toute bête. C'est une question comme ça. Je ne mets rien d'autre, pas de contexte, rien du tout. Et je lui demande de me dire, ben, il va, comment la Terre est une planète qui tourne sur elle-même, il va me donner l'explication que je suis en demeure d'attendre. Bon, voilà, il me génère le contenu. C'est assez compréhensible pour tout le monde. Maintenant, si je veux expliquer ça à un enfant de 5 ans, ben, si je lui donne ceci comme explication, probablement qu'il va avoir difficile à comprendre. Donc, je vais pouvoir adapter ce que je vais recevoir en lui disant simplement, ben, explique-moi la rotation de la Terre. Et là, je vais lui dire, pour un enfant de 5 ans. Et à ce moment-là, je lui ai donné un contexte, et c'est là qu'on voit l'intérêt de pouvoir correctement créer des prompts intéressants. Et quand je fais ça, eh bien évidemment, il va réfléchir un petit peu et va dire, voilà, la Terre est une grosse boule qui tourne sur elle-même, comme une toupie. Voilà, dans les termes appropriés pour un enfant de 5 ans. Donc c'est là l'intérêt de pouvoir donner comme ça un contexte, ce qu'on appelle un peu un contexte, et vous voyez qu'à ce moment-là, il m'a donné une réponse que je pourrais expliquer à mon enfant de 5 ans. Donc je pourrais après lui demander de m'expliquer comment, à un niveau universitaire, à un niveau d'adulte, à un niveau comment, hein, de primaire, etc. Bref, je peux comme ça travailler sur le sujet de façon un petit peu plus originale que simplement faire une recherche sur Google, avoir un retour et bon, ben, essayer moi-même de le comprendre et puis de l'expliquer. Ici, ben, j'ai un petit peu l'explication facile. Si maintenant, ce qu'il explique, c'est de la probabilité que ce soit vrai, puisque, rappelez-vous, il a été chercher les mots là, et puis il a regardé la probabilité, Terre est une grosse, donc il a commencé à faire ses probabilités pour construire cette phrase. Ce qu'on voit apparaître à l'écran n'est peut-être pas toujours la vérité. Il faut toujours avoir un esprit critique sur ce qui est fourni par une intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est la même chose sur un réseau social ou autre. Il faut toujours avoir un esprit critique sur ce que l'on voit. Eh bien, ici, c'est la même chose. On doit avoir un esprit critique. Et si vous constatez une erreur, eh bien, vous pouvez le signaler.
vous pouvez dire « Ok, je suis d'accord, c'est une belle réponse » ou alors « Ça ne me plaît pas, c'est pas juste ». Et là, vous allez pouvoir dire ce qui ne va pas. Et donc, vous allez pouvoir dire, ben voilà, il a donné ça et ça comme explication, ce n'est pas juste, ce n'est pas réel, donc j'aimerais bien que ce soit corrigé et vous donner cette information et vous l'envoyer. C'est du feedback. Au fur et à mesure que OpenAI va recevoir ce genre de feedback sur les thèmes qui sont là, eh bien, il y a des équipes en arrière-plan chez OpenAI, alors chez OpenAI ou sous des contractants qui travaillent avec OpenAI, qui sont payés un certain montant. D'ailleurs, on a comme ça des exemples des Kenyans qui travaillent avec une société Sama qui gagnait 1,20 € à 2 € de l'heure. Hein. Aux États-Unis, il y en a qui gagnent jusqu'à 15 € de l'heure pour corriger ça, pour aller modifier en fait ce que l'intelligence artificielle a généré suite aux erreurs qui sont là. Donc, il y a des gens qui travaillent à la correction de ce genre d'erreurs. Donc, c'est toujours intéressant aussi de se dire, ben, attention, les réponses qu'il me donnent, je dois toujours avoir cet esprit critique. Voilà, j'ai donné un exemple simple de base. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on va devenir, quelque part, quelqu'un qui peut faire des prompts de façon assez intelligente. Alors, je parlais de la version plus, comme ça je reviens avec ça. Vous voyez qu'on peut passer d'un plan gratuit, c'est celui qu'on a, à un plan payant, et c'est 20 $ par mois pour le faire. Maintenant, si vous voulez devenir un petit peu intéressant, avoir des prompts plus efficaces, ça peut être bien d'avoir une structure, une façon de travailler. Il y a 5 éléments que l'on peut prendre en compte pour faire un prompt correct. Alors, ces éléments, on va un petit peu les différencier. Donc, le premier, c'est la précision. Au plus vous allez être précis dans votre formulation, clair et précis, au plus vous aurez une réponse de qualité. Si vous êtes nébuleux, vous aurez une réponse nébuleuse. Donc, si je prenais un exemple pour essayer de concrétiser un petit peu ça, je vais par exemple lui demander, explique-moi les étapes du cycle de l'eau, par exemple. Eh bien, ça, c'est un exemple de précision. J'ai quelque chose de bien précis à lui demander. C'est important, on va donner les informations contextuelles. Ensuite, pour expliquer à ChatGPT, pour mieux comprendre correctement, pour mieux apprendre à comprendre correctement. Et là, je vais lui dire, par exemple, que moi, je suis professeur de CP en France et j'explique, et je lui demande, explique-moi les étapes du cycle de l'eau. Comme ça, je lui donne un contexte. Alors, ensuite, une fois que le contexte va être défini, je vais lui demander le type de réponse. Je vais lui demander une liste des étapes du cycle de l'eau. Donc, je veux une réponse sous forme de liste. Comme ça, j'ai quelque chose de plus précis, de mieux comprendre. Alors, chacune des langues, chacune des réponses sera décrite brièvement. Je lui demande ça. Je lui demande concrètement de faire comme ça. Alors, je vais aussi lui poser des questions ouvertes. C'est ça qui est important, c'est de ne pas faire des questions fermées, ou sinon vous aurez juste une petite réponse. L'objectif ici d'avoir une réponse, des questions ouvertes. Vous aurez des réponses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, quels sont les facteurs qui influencent les différentes étapes du cycle de l'eau? J'ouvre la question. Et enfin, il y a une dernière chose, vous pouvez mettre une limitation. Par exemple, fixer les limites de la réponse. Je ne veux pas que ce soit une réponse qui prenne trop de place. Je veux juste, en 100 mots, qu'il m'explique les étapes du cycle de l'eau. Donc, j'aurais donné comme ça 5 éléments pour bien caractériser ce que je lui demande et ce que je vais avoir en retour. Et donc, le prompt que je pourrais faire, c'est en tant que professeur de maternelle, d'université ou simplement de primaire, liste et décrit brièvement les étapes du cycle de l'eau en 100 mots, en mentionnant les facteurs qui influencent ces étapes. Et là, je vais avoir un résultat qui sera bien structuré et complet. Donc, la façon dont vous allez poser des questions, vous aurez les réponses. Alors, je vois une question de Grégory qui dit combien de langues peut-on user dans ChatGPT? On peut en utiliser un certain nombre pour le moment.
On n'en est pas encore aux 180 langues, mais on a une cinquantaine de langues actuellement. Donc toutes les langues communément parlées, français, anglais, espagnol, portugais, chinois, tout ça fonctionne. Vous pouvez demander aussi, poser votre question en français et lui demander la réponse en anglais ou inversement. Donc, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, ça ouvre aussi pas mal de réflexions sur le métier de traducteur qui va ici avoir un concurrent sérieux. Il y avait déjà la traduction automatique que l'on connaît déjà. Ici, comme elle est basée sur un algorithme où en fonction de ce qu'il traduit, il va vérifier que la concordance du mot précédent et du mot suivant est statistiquement la meilleure. On a une qualité de traduction qui prend encore un niveau supérieur. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, j'ai des exemples de prompts et vous allez voir un petit peu l'intérêt. Je vais avoir une façon de travailler avec lui. Je vais lui donner, par exemple, dans des prompts, je vais essayer de le guider pour qu'il m'offre la meilleure réponse possible. Et donc, je pourrais lui dire, par exemple, tu es un expert en copywriting, tu maîtrises toutes les techniques d'écriture pour attirer l'attention, la retenir et inciter le lecteur à passer à l'action. Donc, je lui donne, en fait, je le mets dans son contexte. Je dis, toi, ChatGPT, pour ce que je te pose ici, tu es l'expert dans ce domaine. Je lui demande aussi comment tes compétences te permettent de déterminer la meilleure structure de texte à utiliser, les meilleures techniques de rédaction, et les meilleurs call to action à intégrer dans un texte en fonction du format de contenu et l'objectif du premier contenu. Donc, je lui donne vraiment des instructions claires, précises. Et puis, je lui dis, ta tâche, ce que j'attends de toi, consiste à rédiger des textes optimisés pour le copywriting en fonction des 3 éléments que je te transmets. Le format, le message à délivrer et l'objectif de ce message. Ça, c'est la première partie de mon prompt. Et je lui demande après, si c'est OK pour toi, réponds uniquement par format, message et objectif. Je te transmettrai les éléments et tu pourras rédiger le contenu. Donc, en fait, je lui donne des instructions et puis c'est à lui de me poser la question, ben voilà, qu'est-ce que tu veux comme message, qu'est-ce que tu veux comme objectif, quel est le format, et lui, avec ça, il va faire le travail. Donc, je l'ai mis dans une condition pour permettre de répondre au mieux. Alors, on va faire l'exemple. Hein. Donc, j'ai fait ici un petit exemple. Je lui ai dit, ben voilà, je lui ai mis ça dans sa mémoire. Contenu, je veux que ce soit un email. Et je lui ai dit, présenter mon accompagnement IA pour aider les entreprises à gagner des clients avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est le message. Donc, on va le faire l'exemple juste après. Et puis, l'objectif, obtenir des rendez-vous. Eh bien, j'ai eu comme ça, il a rédigé un email en disant, voilà, cher, après, c'est à vous à remplacer évidemment les informations. Et vous avez comme ça un message qui est parfait au niveau structure, au niveau formulation. Au plus vous lui donnez des instructions, au mieux il va réagir avec vous. Alors, je vais reprendre je vais du moins essayer de reprendre ici voilà, mon chat GPT. Alors, ici, je suis dans la version gratuite. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais passer dans la version payante de ChatGPT pour pouvoir avoir accès à, ici, j'ai accès à la version ChatGPT 3.5, donc la version de départ. Et je vais maintenant passer dans un compte payant où là, je vais rentrer avec un compte où grâce à lui, je vais pouvoir accéder à la version 4 de ChatGPT. Donc, je vais fermer cette fenêtre-ci. Je vais en ouvrir normalement une autre. Voilà. Alors là, je suis dans la version ChatGPT+. Donc, c'est une version payante. Et comme ça, je vais avoir. Alors, je vois une question d'Aurélien qui dit j'ai entendu dire qu'il fallait dire avant oublie toutes les instructions précédentes dans ce message. Oui, ça peut être ça peut être une bonne façon de travailler aussi. Surtout que, alors, on doit expliquer que quand vous êtes dans une conversation, ici, je vais créer un nouveau chat. Je suis dans une conversation.
tout ce que j'ai dit auparavant est retenu. Donc, si j'ai déjà donné des instructions au préalable, il les a déjà retenues. Donc, c'est vrai qu'en libérant, en disant oublie toutes les instructions précédentes, on repart sur une partie vierge. C'est un deuxième avantage, c'est que certaines configurations de ChatGPT, eh bien, en fait, il a déjà ses propres instructions qu'il a données au départ. Et en mettant cette phrase, oublie les instructions précédentes, ce message, eh bien, vous allez libérer comme ça toutes les instructions préalables. C'est vraiment partir sur une base neutre. Je suis donc ici dans une version de ChatGPT, vous voyez que c'est la version plus. Je vais pouvoir avoir accès à ce moment-là à d'autres possibilités. Vous voyez que par défaut, il me met toujours la version 3.5. C'est la version qui est la plus rapide. Quand vous posez une question, vous voyez qu'au niveau speed, c'est le maximum. Donc ça, c'est parfait. Au niveau raisonnement, c'est un 3 sur 5. Et au niveau précision, un 2 sur 5. Quand on passe à la version 4, là, on évolue beaucoup au niveau du raisonnement. La vitesse est moindre parce que beaucoup plus ardue à générer. Et enfin, au niveau de la précision, ça augmente grandement. Donc ici, on va travailler avec la version 4 pour un exemple. Alors, c'est exactement la même chose que dans la version gratuite. C'est un prompt et ben, vous générez votre prompt. Alors, si je reprends ce qu'on avait tout à l'heure dans la présentation, donc je vais aller rechercher le fameux prompt que je lui avais donné, dire excuse-moi, donne-moi les informations de base, etc., etc., etc. Eh bien, je pourrais lui demander ça. Je peux aussi avoir une façon un petit peu plus intelligente encore de travailler. Alors, j'ai ici un prompt que j'ai réalisé et je vais le reprendre et on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est assez édifiant jusqu'où on peut aller dans la génération de prompts. Donc, c'est un prompt que j'ai préparé. Je le mets dans la version 4. Et qu'est-ce que je lui donne comme prompt? Eh bien, en fait, je vais lui dire, voilà, écoute, toi, ChatGPT, tu vas être mon ingénieur de prompt. C'est toi qui vas prendre le rôle de prompt engineer. Ton but est de créer le meilleur prompt possible pour répondre à mes besoins. Et voici le processus, donc je lui dis vraiment ce que j'attends de lui. Voilà le processus que je veux que tu suives. Le premier message que tu me donneras demandera, donc je vais lui dire, c'est toi qui vas me poser des questions. Donne-moi quel sera le sujet du prompt. Avec quelles questions pour nous mettre sur la bonne voie. Donc, propose-moi des questions. Je te fournirai la réponse et nous devrons améliorer par des itérations continues en passant à l'étape suivante. Donc, je vais lui demander, je vais lui donner un sujet, il va travailler dessus, il va me proposer quelque chose et on va travailler au fur et à mesure. Dans la réponse, après ma réponse, que je lui aurai donné les informations, je lui demande de me créer deux choses. Le résultat de ce que lui a cogité comme prompt. Et alors, en fait, il va me fournir un prompt qui sera dans ce cas un peu réécrit, qui va être facile à comprendre pour lui parce qu'il va devoir l'utiliser. Et en fait, après, je vais lui dire, tu vas me poser des questions. Pose-moi toutes les questions pertinentes qui te permettront d'obtenir des informations plus précises que je veux te fournir. Et nous continuerons ce processus itératif jusqu'au moment où je dis, c'est terminé. Donc, je vais lui donner ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la première chose? Eh bien, il va me dire, OK, j'ai bien compris, d'accord, je suis prêt à commencer ce processus. Donc, je lui dis, voilà ce que j'attends de toi. Et donc, il va commencer à me poser des questions. Il va me dire, pourriez-vous me dire quel est le sujet du prompt que vous voulez créer? Oh, comment je vais lui dire que j'aimerais bien faire un prompt sur allez, on va faire quelque chose un petit peu. On va faire ça, bien sûr. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me propose, par exemple, de travailler sur la communication que j'aurai, sur, par exemple, une formation ou un webinaire sur Midjourney, par exemple.
Donc, je vais dire, ben, c'est comment, quel sujet du prompt? Eh ben, préparer une formation ou un webinaire, on va dire ça comme ça, un webinaire sur Midjourney. Alors, on va essayer de ne pas faire de faute. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, il va me dire, ben, très bien, nous allons travailler sur un prompt autour de la préparation d'un webinaire sur Midjourney. Alors, il me propose un prompt. Vous êtes chargé de préparer un webinaire de Midjourney. Pourriez-vous me détailler les aspects clés que vous pourriez aborder, etc., etc. Alors, qu'est-ce que Midjourney précisément? Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce sujet? En fait, notre ami ChatGPT, rappelez-vous, il arrête à septembre 2021. On n'avait pas encore beaucoup d'informations sur Midjourney à l'époque. Donc pour lui, c'est un sujet qu'il ne connaît pas. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais aller chercher des informations sur Midjourney. Et par exemple, je pourrais aller sur Midjourney et trouver de l'information sur ce qu'est Midjourney. Donc, j'aurai le site de Midjourney et je pourrai aller voir un petit peu comment Midjourney, voilà, est un indépendant recherche laboratoire, patata, patata, patata. Je prends ça et que je le prends en anglais et je vais lui donner ben, l'information comme ça, déjà, sur Midjourney. Alors, on va retirer ça, voilà. Ensuite, il me dit, quel est votre public cible? Oh, ben, le public cible, c'est tout public. Et je vais lui répondre à ces questions de cette façon-là. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre pour ce webinaire? Atteindre le maximum de personnes. Je vais vraiment lui donner des réponses à toutes ces questions. Hein. Combien doit durer le webinaire? Webinaire, 1 heure. Ah, et je lui réponds ça. Donc, je lui ai donné des informations et il me dit ben, merci pour ces précisions. Et donc, maintenant, il commence à faire, ben, avec ce que je lui ai donné comme info, il va travailler sur ce que je lui ai demandé. Ah, voilà, il y a déjà un petit peu plus de choses. Et donc, il va me créer en fait un prompt que je n'aurai plus qu'à copier-coller et à passer après dans l'outil pour qu'il me génère exactement ce que j'ai envie. Quels sont les thèmes spécifiques? Quel est le message clé? Vous voyez, c'est lui qui me pose des questions. C'est pas moi qui dois lui poser des questions. C'est lui qui me les pose. C'est quand même incroyable. On a retourné un petit peu la problématique. Comme ça, j'apprends de ce que lui va me proposer. Mais vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle du prompt engineer. C'est vraiment essayer de trouver les bons prompts pour tirer le maximum d'informations de Midjourney. Alors, je vais lui dire ici, c'est terminé, hein, parce que on va dire, voilà, je suis content, imaginons que je sois content, et je lui dis, c'est terminé, parfait. J'ai même oublié le T, il a quand même compris que j'avais dit que c'était terminé. Donc voilà, je lui avais donné des informations en anglais, il les a traduites en français, vous avez vu dans l'information ici. Donc il a vraiment travaillé de façon multilingue. Donc maintenant, j'ai mon prompt et je pourrais prendre mon prompt, l'exécuter à la voix. Mais je peux en fait lui poser maintenant plein de questions aussi en disant, tiens, pourrais-tu, alors, on le tutoie, on le vous voit, ou on donne des choses impératives, c'est un petit peu comme vous le sentez. Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de tutoyer un petit peu tout le monde avec qui je parle. Donc ici, ben, je continue comme si c'était une personne et je dis, ben, pourrais-tu me proposer un titre pour ce webinaire? Comme c'est une conversation, il a retenu tout ce qu'on avait déjà dit et donc, il va me créer quelque chose. Voici quelques suggestions de titres. Midjourney, explorer de nouveaux horizons de pensée. Oh, c'est pas terrible ça. Pouvoir imaginatif de l'IA. Ah, ça c'est peut-être intéressant. De la conception de l'IA, découvrir Midjourney. Vers l'infini de l'imagination, un millénaire de Midjourney. Ben voilà, vous savez, il me propose certaines choses. Je pourrais aussi lui demander tout ce que j'ai envie d'autre. Je pourrais lui dire, mais prépare-moi une, une description pour le webinaire, pour l'événement du webinaire. Et il va me créer
une version pour l'élément du webinaire. Alors, est-ce que la version payante offre les meilleures réponses que la version gratuite? Alors, oui, dans le sens où, en fait, dans la version payante, on travaille avec le mode GPT-4, qui est la version plus évoluée du moteur d'intelligence artificielle GPT. Dans la version gratuite, c'est la version 3.5. Dans la version payante, c'est la version, on peut utiliser la version 4. Elle est un peu plus lente, mais au niveau de la précision et du raisonnement, elle est d'un niveau supérieur. Donc voilà. La différence aussi, c'est qu'elle est tout le temps disponible, la version payante, tandis que la version gratuite, bien, vous savez, parfois, quand il y a trop de monde, eh bien, elle n'est plus accessible. Donc, je pense que vous avez compris l'intérêt de bien travailler vos prompts et d'avoir comme ça une précision sur les prompts. Alors, on peut faire énormément de choses. Moi, j'avais préparé aussi d'autres prompts, comme j'avais dit tout à l'heure, avec ce fameux contenu de message où je lui posais des questions et il me proposait des résultats, en lui demandant même de préparer des Facebook Ads. Quand j'ai préparé cette formation, ce webinaire, bien en fait, j'ai utilisé ChatGPT pour générer tout ce qui était de la communication. Donc, j'ai fait ça vraiment en très peu de temps. Honnêtement, ça ne m'a pas pris 1 heure pour préparer toute la formation, le webinaire d'aujourd'hui. Tout ce qui est communication, ça ne m'a même pas pris plus d'une demi-heure en gros, quoi. Après, j'avais fait mes slides déjà à l'avance, ça ok, mais la communication pour tout ce qui était description dans l'événement, dans les rappels, etc., j'ai préparé, tout était fait comme ça. J'avais même poussé le but de dire créez-moi une landing page après une publicité, puisque je lui demande de me créer une publicité Facebook, où j'aurais pu la faire, mais je ne l'ai pas faite. Il m'avait donné la publicité Facebook. Il me donne aussi la façon de générer ma landing page, ce que j'aurais pu mettre comme texte dans ma landing page. Enfin bref, je peux l'utiliser à tout moment, dans tous les événements que je crée. Alors, la version payante date de quelle année? C'est la même chose, la version payante, elle travaille toujours sur le corpus de texte qui s'arrête à septembre 2021. Donc là, il n'y a pas de différence au niveau contenu. La différence, c'est au niveau intelligence, entre guillemets, du moteur en lui-même. En fait, je veux savoir si ChatGPT se met à jour automatiquement en fonction de l'évolution des divers domaines dans lesquels elle traite. Alors, elle ne se met pas à jour avec le web, etc., puisque le corpus de texte qu'il utilise pour travailler s'arrête à septembre 2021. Maintenant, ce qui se passe énormément, c'est que quand vous découvrez des erreurs, etc., dans votre utilisation du produit, comme je l'ai montré tout à l'heure. Si vous donnez une appréciation et que vous dites « je ne suis pas d'accord, c'est pas bien, il y a ça et ça comme erreur », évidemment, en background, en fonction des erreurs, ils vont corriger pour que la prochaine demande ne propose plus cette erreur. Un exemple au début qui était assez comique, vous demandiez quel est le poids d'un œuf de poule, il vous disait voilà, ça fait quelques grammes. Vous demandiez d'autres mesures de l'œuf, de carne ou autre, et puis vous posez la question, mais maintenant, dis-moi quel est le poids d'un œuf de vache, et il vous donnait qu'elle faisait quelques kilos. C'était complètement aberrant, évidemment. Mais ça a été signalé de cette même façon, et maintenant, quand vous posez la question, vous n'avez plus cette erreur grossière qui était là. Donc, attention, il y a toujours des erreurs, elles se corrigent au fur et à mesure, mais le corpus de données lui reste le même. Ce n'est que dans un certain temps qu'ils vont mettre un nouveau corpus avec des données qui arrêteront peut-être en fin 2022 ou 2023. Ça, c'est le gros problème, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, là maintenant, ChatGPT n'a pas accès au web. Sauf, et on va le voir après, avec des petites extensions que l'on peut faire. Mais on va montrer tout ça. Alors, les questions qu'on peut se poser avec ChatGPT, elles sont de tous les domaines, mais vraiment, quand on dit tous les domaines, c'est tous les domaines. Vous pouvez créer aussi, par exemple, un prompt pour dire, voilà, je travaille sur la conception d'une identité visuelle pour une entreprise de technologie innovante spécialisée, etc., etc. Le client souhaite, etc. Vous lui donnez le contexte que vous cherchez et vous lui demandez de vous proposer
des typographies. Eh bien, il va vous sortir des typographies. Alors ici, vous n'aurez pas la typographie, mais il va vous dire c'est la Montserrat, c'est la Roboto, c'est la Popin, c'est l'OpenSong. Et pourquoi il vous les propose? Donc, ça va aider les graphic designers, par exemple, à améliorer peut-être leur concept dans leur travail. Donc, c'est une aide qu'on va leur apporter. Pour rechercher des idées, c'est vraiment génial aussi. Je travaille sur un nouveau projet de réalité augmentée destiné au musée. Ben, trouve-moi, j'aimerais obtenir des idées innovantes et les plus attrayantes. Il va vous sortir toutes des possibilités comme ça aussi. À vous après de choisir celle que vous voulez. Vous dites, tiens, c'est la 7 qui me paraît intéressante. Eh bien, à ce moment-là, vous dites, pourrais-tu détailler la 7? Lui, c'est bien ce qu'il vous a répondu en 7 et il va vous répondre automatiquement et vous pouvez lui poser des questions et améliorer les choses. Alors, il y a plein de choses que l'on peut voir. Il faut faire attention aussi qu'aujourd'hui, si vous travaillez avec ChatGPT et si vous travaillez dans une entreprise, il faut faire excessivement attention. Parce que l'historique de toutes vos demandes est sauvegardé. Donc, quand vous faites une question, que vous posez des questions, vous voyez que j'ai tout l'historique ici qui est toujours là. Donc, ça, c'est stocké dans la base de données chez OpenAI. Donc, il ne faut jamais poser des questions ou jamais lui demander lui donner des informations entre guillemets secrètes de votre entreprise pour travailler dessus, puisque ben voilà, il va le garder et donc ça pourrait être un petit peu embêtant. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, ben, c'est que maintenant, ils ont mis en place, parce qu'il y a eu des pays qui voulaient interdire ChatGPT à cause de cette vie privée qui était des données sensibles, etc. Vous allez pouvoir aller dans les settings et là, vous allez pouvoir aller tout simplement supprimer, deleter votre compte ou faire le clear, donc supprimer tout l'historique de votre chat. Donc comme ça, vous n'aurez pas le problème. Alors, je voyais une question qui est assez intéressante sur posée par Risky, désolé si je prononce mal, hein, comment cette IA a-t-elle des limites sur des sujets qui peuvent être des sujets dangereux, des utilisateurs qui cherchent des informations sur la fabrication d'une bombe, des signalements de sécurité sont-ils prévus? Alors oui, vous allez poser des questions comme ça, eh bien il va vous dire non, je ne suis pas habilité à répondre à ce genre de choses. Alors, c'est normal parce qu'en fait, au-dessus de tout le corpus qu'il a été cherché depuis 2021, qu'il a structuré, eh bien, il y a une couche qui est une couche de filtre, évidemment, pour tout ce qui est des sujets comme ceux-là. Donc, il va interdire les choses. Alors, j'en parlais encore ce matin dans une émission radio. C'est bien d'avoir ces filtres qui sont là, mais c'est aussi un danger. Alors, je ne suis pas pour la liberté d'expression à tout va dans tous les domaines comme ceux-là. Maintenant, c'est aussi un risque. C'est une société privée qui a des buts commerciaux, qui a des buts, comment peut-être inavoués que je ne sais pas, au niveau de son président, etc. Donc, ils ont peut-être des convictions politiques plutôt que l'autre. Donc, ils peuvent aussi, dans ces filtres, avoir des sujets qui vont empêcher d'avoir une réponse qui serait, ben voilà, peut-être plus ouverte. Donc, on ne sait pas. Donc, l'important là, c'est le contrôle et l'éthique qui se cache derrière ces sociétés. C'est un énorme sujet pour moi au niveau des intelligences artificielles comme celle-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'éthique? Et là, c'est vraiment la grosse question. Il n'y a aucun contrôle aujourd'hui. Alors, c'est bien d'avoir des règles européennes qui vont dire on fait ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Ce sont des sociétés américaines. Hein. Donc, voilà. Je vous laisse à votre propre réflexion à ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. D'ailleurs, je remercie Risky de l'avoir posé. Ça me permet comme ça de donner un petit peu mon avis en fonction de ce sujet-là. Alors, évidemment, il y a un autre problème, un autre débat qui est apparu il y a très peu de temps. Comment est-ce qu'on détecte qu'une IA a produit du texte ou pas? Ouais, moi, mon enfant va à l'école, il utilise ChatGPT, hein, et il a des rédactions, il fait ça parfaitement, il n'apprend plus rien, etc. Alors, comme toujours, on peut avoir maintenant des outils qui vont
tenter de détecter le texte qui aurait été fourni par une IA. Donc, vous passez votre texte qui est là, vous le mettez dans l'outil et il va vous dire si c'est un facteur humain ou un facteur d'intelligence artificielle. Alors, je suis très, très sceptique par rapport à ce genre d'outil parce que j'ai fait des tests et des textes qui avaient été générés complètement par ChatGPT, je le mets dedans et il me dit 90% humain, alors que c'était ChatGPT qui l'avait créé. Donc, je ne crois pas que c'est encore vraiment au point. Mais ça évolue. C'est toujours l'histoire des policiers et des voleurs, l'un court après l'autre. C'est un petit peu ça. Ce qui est amusant dans la réflexion, et je vous la laisse après pour vous, on crée une intelligence artificielle qui va détecter ce qu'a produit une autre intelligence artificielle. Donc vous voyez un petit peu le chemin qui tourne en rond. Alors là, il y a pas mal de questions. Donc si on supprime l'historique, les informations données ne seront plus dans la base de données. Alors, elles ne sont pas dans la base de données, ça c'est clair. Par contre, c'est OpenAI qui a ces données. Une société privée qui détient vos données. Si vous lui avez dit, voilà, je suis belge, je suis né là-bas, je gagne autant, je fais ceci, je fais cela, et voilà, et trouve-moi des possibilités de business en fonction de mes revenus et de mes compétences, et il va vous proposer des choses. Mais tout ça, il va le garder lui. Donc, il va vous connaître un petit peu. À la limite, comme Google vous connaît aujourd'hui avec toutes vos navigations, toutes vos recherches. C'est une fameuse question. Et alors, en plus, si vous lui donnez de l'information, vous prenez un copier-coller de quelque chose et que vous lui donnez et vous lui demandez de faire le résumé, parce que ça aussi, vous pouvez faire avec ChatGPT, ben les données, il les aura gardées pour lui. Qu'est-ce qu'il en fera? C'est la vie de l'entreprise et secret peut-être. Donc, attention. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais vous prenez un article, vous le copiez dans ChatGPT, vous lui dites résume-moi cet article avec les points les plus importants sous forme de liste. Il va vous sortir un résumé de l'article sous forme de liste. Vous n'aurez même plus besoin de lire l'article. Donc, ça va jusque-là aussi. Donc, attention à ce qu'on lui donne. Il les garde. Et qu'est-ce qu'il en fait? Ben, il le stocke et il en sait beaucoup sur vous. Il n'y a pas de publicité pour le moment dans les résultats de recherche ou dans les résultats des questions, pardon, que vous avez. Mais ça viendra peut-être un jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rajouter à ChatGPT certaines extensions. Alors, je vois que le temps passe assez vite, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais on peut rajouter des extensions à ChatGPT. Moi, j'ai 3 extensions que j'apprécie beaucoup. Il y en a une qui est assez intéressante, c'est Web ChatGPT, qui va vous donner accès au web à ChatGPT. Donc, en fait, quand vous allez poser une question à ChatGPT, il va aller sélectionner sur le web des réponses et vous lui dites, voilà, j'en veux autant, 5, 2, 3, 4, 5. Et sur base des réponses qu'il a été chercher, il va générer la réponse. Donc, c'est assez intéressant de l'utiliser dans certains cas. Comme ça, vous avez accès au web. C'est pas aussi précis dans la réponse puisqu'il n'analyse pas, il n'a pas le corpus, etc. Donc, il faut pouvoir jouer avec les deux, mais c'est intéressant d'aller vérifier parfois avec ça. Alors là, c'est le super power pour ChatGPT. Depuis que j'ai découvert cette extension, elle est extraordinaire. Alors, ceux qui me donneront un petit commentaire ou qui veulent avoir, je peux envoyer des slides. Je pourrais vous envoyer des slides comme ça, tous les exemples qui auront été faits. Vous mettez un petit commentaire dans dans l'événement et je vous enverrai les slides. Ce système-ci, oui, il y aura un display disponible aussi, tout à fait sans problème. Vous avez à ce moment-là la possibilité d'avoir un accès à des prompts communautaires, donc les prompts qui sont les mieux cotés. Vous avez une recherche dans vos historiques de prompts. Vous pouvez créer des folders dans lesquels vous allez, vous allez avoir la possibilité de stocker vos prompts sur certains sujets, comme ça vous avez plus facile. Vous pouvez même épinguer les prompts les plus importants. C'est pour moi une des meilleures extensions. Et puis il y en a une troisième, qui s'appelle AI PRM. Et là, vous allez avoir accès à une liste de prompts, mais alors énorme, où en fait, vous n'avez plus qu'à sélectionner le sujet qui vous intéresse, le SEO de site web, etc. Et vous allez avoir tous des prompts qui sont dédicacés à cela. Il suffit de les copier, de les adapter à vous, et vous aurez évidemment forcément
les résultats et des prompts de bonne qualité, des prompts qui ont été faits par des gens qui ont réfléchi au contexte, etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser. Il faut savoir jongler avec ces 3 extensions. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Alors, un exemple, hein, vous êtes dans l'outil AI PRM et vous lui dites, voilà, je veux le sujet, topic, c'est le SEO, je recherche pour trouver des keywords et il va vous proposer comme ça des keyword generators et en fait, vous cliquez sur le prompt, vous remplacez ce qui vous intéresse et il va vous sortir le truc. Alors, combien coûte GPT-4 ? 20 $ par mois, Grégory. Alors, en 2 minutes, je vais vous faire pleurer. Alors, oui, c'est en français aussi, il y a des prompts en français aussi, Dominique. ChatGPT, je ne vais pas dire que c'est dépassé, mais on est déjà à un niveau au-dessus aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des personnes qui ont développé des outils qui s'appellent par exemple AutoGPT. Alors, AutoGPT, c'est quoi ? En fait, c'est un agent qui va être assez créatif, puisqu'en fait, vous allez simplement lui dire le but que vous souhaitez avoir. Donc, en fait, j'aimerais bien écrire un livre sur tel sujet, un roman policier avec et telle chose, et vous lui dites ça, c'est l'objectif. Et l'agent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va à ce moment-là découper en plusieurs prompts tout ce qu'il vous faut pour écrire ce fameux bouquin. Donc, il faut écrire un bon exemple. Hein. Et puis après, c'est parti. Un bon prompt, et puis c'est parti. Et il va vous sortir tout ça, et il va vous générer tous les prompts nécessaires. Vous reprenez les prompts, vous les faites exécuter automatiquement, et il va vous sortir un fichier qui sera votre bouquin que vous avez créé par intelligence artificielle. Alors, je dis un bouquin, ça peut être tout à fait autre chose. Vous pouvez créer une société comme ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Premier exemple de déjà l'explosion, puisque en fait, c'est lui qui va générer les prompts. Après, il y en a un autre qui s'appelle le God Mode, c'est un peu la même chose. Par exemple, vous lui demandez fais-moi la promotion de ma chaîne YouTube. Ça, c'est le sujet que vous lui envoyez. Et lui, il va vous sortir tout ce qu'il faut faire et tous les exemples. Il va vraiment vous tenir par la main pour faire ça. Il y a un troisième niveau, je vais dire, et là, c'est le niveau ultime, c'est le méta, on va dire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous lui dites aussi votre objectif final. C'est multi-GPT que ça s'appelle. Et en fait, au lieu d'avoir une série de prompts qui vont être séquencés et exécutés, en fait, il va lancer des agents différents, un peu comme s'il utilisait des multi-GPT, mais ils vont se parler entre eux. Donc, ils vont se dire, pour accomplir tel processus, j'ai besoin de faire ceci, je demande à un autre processus de le faire et il va le faire. Ça va même jusqu'à dire, j'ai un projet où je veux réaliser telle interface et j'aimerais bien être le développeur de cette interface, j'aimerais bien déjà tout avoir sur ma machine. Ça va jusqu'à aller vous télécharger sur votre machine les logiciels qu'il vous faut, les extensions qu'il vous faut pour vous mettre tout l'environnement de travail disponible. Donc, il faut lui donner l'autorisation, évidemment, mais il est capable d'aller jusque-là. Ça s'appelle multi-GPT. Vous voyez qu'on est à peine 6 mois après la sortie de ChatGPT ou de GPT 3.5. Vous voyez, on en arrive déjà aujourd'hui. Alors, tous ces outils sont disponibles sur GitHub. Hein. Il faut faire des recherches sur GitHub pour avoir ça. Je vous ai mis, voilà, le multi-GPT qui va révolutionner pour moi un certain nombre de métiers, puisqu'on va avoir vraiment l'ensemble des choses qui vont être disponibles. Alors, je voudrais terminer cette formation, enfin ce webinaire, par juste un petit exemple aussi. Vous savez que Bing, Microsoft, a investi énormément dans ChatGPT, enfin dans OpenAI. On parle de milliards de dollars, hein, donc c'est pas rien. Plusieurs, je crois que c'est 100 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars. Maintenant, j'hésite sur la quantité. Enfin bref. Et comme ça, ils ont accès évidemment à toute l'infrastructure aussi. Et donc, ils travaillent en collaboration. Et ils ont intégré ça
dans le moteur Bing. Et là, vous allez pouvoir, quand vous allez sur Bing, absolument à partir de Microsoft Edge, eh bien, vous allez pouvoir accéder au mode conversation de ChatGPT. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, il travaille déjà avec la version 4 de ChatGPT. Et ils viennent de faire la mise à jour, où maintenant, il n'y a plus d'inscription, il n'y a plus rien. Et vous pouvez, comme ça, poser vos questions. Comment bien référencer son site web? Vous avez le search qui vous répond, et puis vous avez GPT qui vous répond sur le côté. Vous avez un mode conversation, c'est devenu vraiment un outil intégré au moteur de recherche. Évidemment, Google essaye de rattraper le terrain puisqu'il a perdu un peu de temps, mais ils ont sorti ici depuis 3-4 jours leur conférence I.O., le BART, qui est leur intelligence artificielle, c'est pas GPT, mais c'est BART. Et ce sera l'occasion d'un prochain séminaire. Donc, c'est intégré là. Microsoft va intégrer ça dans tous ses outils, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, etc. Il va l'ajouter aussi. Voilà, j'ai essayé d'aller vite parce que je vois qu'on est déjà à la dernière partie puisqu'on termine à 13h. Je ne sais pas s'il y a des questions, enfin, j'en ai déjà répondu à l'une ou l'autre. AIPRM, les prompts en français, ben oui, il y a moyen d'en trouver. D'ailleurs, c'est une des configurations qu'on peut lui donner. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Première séance d'un webinaire, il y en aura d'autres, restez, suivez-moi, je proposerai les webinaires comme ça sur, notamment, je vais probablement en faire un sur ce multi-GPT dont je vous ai parlé, avec des exemples concrets, aller un peu plus loin aussi avec Midjourney aussi, j'aimerais bien vous présenter ça. Évidemment, Bard, puisque Microsoft, c'est super chouette aussi à regarder l'utilisation, et c'est bien, c'est qu'ils vont se concurrencer l'un l'autre, donc l'évolution va être intéressante à suivre. Donc, voilà un petit peu les projets pour la fin. Comment faire pour contourner le risque de plagiat de ChatGPT pour avoir un contenu assez authentique? Alors, si je comprends bien la question, en fait, ChatGPT, lui, quand il génère un contenu, il ne génère jamais 2 fois la même chose. Donc, déjà, vous ne saurez pas avoir quelque chose qui soit tip-top le même quand vous posez la question ou quand moi je pose la même question. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de gros problème. Alors, je relis une fois pour contourner le risque de plagiat de ChatGPT. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, et je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais ça ferait partie d'une formation, on peut, quand on a un site web, interdire à ChatGPT de venir s'inspirer de notre contenu à nous. Donc, c'est des instructions qu'on peut mettre dans son fichier robot.txt pour ceux qui connaissent un peu la technique. Et Bart fait la même chose. Donc, on va pouvoir dire à que son site, on ne veut pas que ChatGPT vienne voir le contenu et s'en inspire pour les autres. Donc, ça, c'est un petit peu. Alors, la communication de ChatGPT se limite-t-elle à ce jour au caractère? Alors, oui et non. Alors, je m'explique quand je dis oui et non. GPT-4 est multimodal. Ça veut dire qu'on doit pouvoir donner en entrée des photos, des vidéos, de la musique, du son, etc. Et on pourra aussi analyser le contenu. C'est pas encore disponible, sauf avec certaines petites astuces. Par exemple, vous pourriez très bien dire, voilà, j'ai la photo de mon frigo, je te présente la photo de mon frigo, analyse la photo et propose-moi le menu que je pourrais faire avec tout ce qui reste dans mon frigo. C'est des choses qui sont disponibles. On doit utiliser d'autres outils pour faire ça, mais c'est basé sur le moteur de GPT. Pourquoi? Parce que quand on a accès à GPT, on peut accéder aussi, en tant que développeur, à ce qu'on appelle les API. Et donc, on peut appeler des fonctionnalités de GPT, et donc, ça permet de le faire. Mais ce n'est pas encore intégré dans le chatbot en lui-même pour le moment. Mais ça évolue beaucoup. On a les extensions qui arrivent dans les semaines ou dans les mois qui viennent, dans le mois qui vient. Donc là aussi, ce sera l'occasion de faire un petit peu plus de webinaires pour vous informer de tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ceci vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Hein, la messagerie LinkedIn est faite pour ça. Envoyez-moi un petit message et on pourra en discuter. Est-ce que l'on peut faire du référencement web avec ChatGPT? Alors,
faire du référencement, c'est-à-dire qu'on peut lui poser des questions sur le référencement, lui demander d'améliorer notre contenu, etc., de chercher des mots-clés, de nous écrire tout ce qui pourrait être, par exemple, les titres, les métadescriptions et tout ça. Oui, on peut le faire. Et je l'encourage même à le faire. Je donne une formation la semaine prochaine justement sur du SEO. Eh ben, dans la partie là-bas, ben, j'ai un petit module où je parle maintenant ben, de comment faire du référencement ou comment améliorer son référencement grâce à ChatGPT, bien sûr. Voilà. Un grand merci à vous. Passez une bonne fin d'après-midi et à bientôt. À la prochaine. Donc, je vous envoie les slides dès que dans le courant de l'après-midi. Voilà. Au revoir à tout le monde et merci d'être présent.